Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité de la semaine. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir très souvent un invité ou des invités. Et puis j'ai toujours en chronique un collègue journaliste. Tout simplement, on essaye de regarder qu'est-ce qui se passe dans le pays, le Maliba et dans la sous-région. Et évidemment, s'il y a l'actualité assez pertinente et urgente pour nous sur ce plateau à l'international, on le prend, on le traite aussi. Voilà. Donc, en chronique aujourd'hui, téléspectateurs de Mandé TV, nous avons Borema Soulo, journaliste, blogueur. Soulo, bonjour. Bonjour Fadima. Ça va? Ça va très bien et vous? Ça tient? Ça fait 2 jours là. Ouais, ça fait 2 jours. Je suis sûre que vous avez des gros dossiers. Exactement. Des dossiers assez fluides, fins à Très nous donner. très costaud Très pour costaud, les Maliens bien de l'intérieur ficelé. comme de la diaspora. La Exact. diaspora qui nous regarde d'ailleurs de partout, un peu partout à travers le monde. On les salue d'ailleurs. On salue beaucoup la diaspora. Franchement, Exactement. on a des retours qui est très, très, très salutaire. Ouais. Notre invité est quelqu'un de notre corporation. Voilà, aujourd'hui, encore une fois, c'est 100% médias, hommes et femmes de médias. Il s'agit de monsieur Ibrahim Traoré. Il est journaliste à Dambé FM et Dambé TV. Il est également membre de l'Union des journalistes reporters du Mali. Traoré, bonjour. Bonjour, Madame Fatima. Ça va? Je vais très bien. Alhamdulillah. Alors, on investigue, on enquête, on regarde l'actualité. Tout à fait. Je suppose, hein? Exactement. Ça se passe en bien? tant que journaliste, oui, ça va à la malienne. À la malienne. À la Malienne, c'est À la ça. malienne, c'est le terme qui revient souvent. Ça, Hein? oui, ça c'est vraiment Oui, Ça a à la une malienne, sens, ça va. une connotation. négatif, Exactement. c'est très Négatif. négatif. Ça va même si ça ne va pas. Ça va même si ça ne ne va pas. c'est ça. Sans plus tarder, nous allons prendre nos différents sujets, dossiers, comme on aime si bien le dire sur ce plateau. Le premier sujet concerne la crise énergétique. Voilà, notre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a refait un deuxième tour le 5 décembre dernier à l'EDM du Mali. Il allait recueillir des recommandations, si je ne me trompe. Sous le de quoi il s'agit? Exactement, comme vous l'avez dit, dès sa prise de fonction, le désormais Le général général. de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre et ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, a effectué, hein, comme vous l'avez dit, 2 visites à l'EDM, Énergie du Mali, pour avoir cette fois-ci des recommandations du personnel, sinon du personnel technique, le staff technique de l'EDM. Et il est ressorti des recommandations quand même qui peuvent, si ces recommandations sont étaient mises en œuvre, étaient mises en application, pourraient apporter des solutions aux problèmes énergétiques du pays. Et donc le staff technique a proposé que le Mali s'investisse davantage dans les énergies renouvelables, s'investisse davantage dans les énergies solaires, parce que renouvelables, il y en a beaucoup, parce que le solaire, on est aujourd'hui, après Dialagorabougou et Safo, donc il demande d'autres champs solaires pour ravitailler, fournir de l'électricité aux Maliens, mais aussi de mettre en place des centrales thermiques, donc à base de gasoil ou de fioul. Aussi faire de l'offre sous-régionale une priorité, c'est-à-dire prendre langue avec l'énergie, la société de l'énergie de Côte d'Ivoire, la CI comme on dit là-bas, et peut-être parler aussi de l'interconnexion entre le Mali et la Côte d'Ivoire et le Mali et la Guinée. Donc ce sont des propositions qui sont quand même très pertinentes et très concrètes qui ont été données au Premier ministre, qui a pris bonne note et qui a demandé à ce qu'on les mette en application. Mais connaissant les vraies causes de l'énergie du Mali, parce que quand même qui regarde Mandé TV depuis
belle lorette. On ne passe pas 2 semaines sans parler de cette belle entreprise qui offre de l'obscurité aux Maliens et qui tue les entreprises maliennes. Donc le problème, c'est l'argent. Est-ce que aujourd'hui le staff technique a tenu compte de manque d'argent, de manque de ressources financières à ce niveau? Est-ce que le gouvernement dispose des ressources nécessaires pour répondre, pour appliquer ces recommandations? Mais aussi, du côté des soutiens, aussi, entre guillemets, ceux qui se disent soutien de la transition, parce que tous les Maliens sont pour la transition. Il ne faut pas que, parce qu'ils ont catégorisé les Maliens entre anti et pro-transition, alors que tout le monde soutient la transition. Donc, ils disent que pas question qu'on aille vers la Côte d'Ivoire, parce que pour eux, c'est encore de vendre, entre guillemets, la souveraineté retrouvée du Mali à la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on peut dire comme propos liminaire de cette émission sur ce sujet de la visite, ou sinon de la dernière visite du Premier ministre au niveau de l'EDM-SA. D'accord, merci beaucoup Soulo, merci beaucoup. Taoré, votre regard par rapport à cette visite du général de division Abdoulaye Maïga? Merci madame pour m'avoir donné cette occasion de m'exprimer sur cette visite. Avant tout propos, je rends hommage aux victimes de la crise énergétique d'abord, parce que vous savez que nous avons les victimes, les victimes de première catégorie, les victimes de deuxième catégorie, même voire troisième catégorie. Il y a des gens qui ont perdu la vie à cause de cette crise énergétique, il y a des gens qui ont perdu de boulot à cause de cette crise énergétique, etc. etc. Surtout nous, dans notre monde de la presse, beaucoup des organes de presse en souffrent aujourd'hui avec cette crise énergétique. Ne serait-ce que la maison mère de l'ORTM, même le journal de 20h, qui est le journal institutionnel, a été interrompu une fois à cause de cette crise énergétique. Le Sort, qui est le quotidien national, n'a pas pu paraître une ou deux fois à cause de cette crise énergétique, etc. etc. Par rapport à cette visite du Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga, les 2 visites, donc la première visite, il avait instruit, il avait donné des instructions et il a dit qu'il allait revenir le 5 parce que le 5 il a tenu promesse, il a été. Donc à la sortie de cette visite, moi je suis animé, j'ai un sentiment d'inquiétude et j'ai même aussi un sentiment de joie. Je commence par la joie. Le sentiment de joie, c'est que parce que beaucoup de gens ne savent pas gérer la crise, c'est ça même qui fait que quand on est en crise, on ne fait que plonger encore dans la crise. La gestion de la crise, pour ceux qui ont fait la gestion des entreprises, ça demande la contribution de tous les employés de l'entreprise, chose que beaucoup de gens ignorent. Donc, le général de division Abdoulaye Maïga avait déjà instruit de demander à tous les employés, à tout le personnel de donner leur avis pour une sortie de crise définitive de cette crise énergétique, parce que tout le monde ne fait que regarder les agents de l'EDM. Il a même dit qu'il ne faut pas faire les agents de l'EDM une part des Maliens et les autres Maliens d'autre part. Nous sommes tous des Maliens et aussi sont affectés et infectés à la même fois de cette crise énergétique. Donc, chose qui a été faite, même si nous avons vu le retour du directeur général qui dit qu'ils ont recueilli à peu près 600 propositions de solutions. Quand on prend 600 propositions de solutions comparativement à l'effectif de l'EDM, ça veut dire que beaucoup de gens qui se sont abstenus, ou bien d'autres, entre guillemets. En fait, je pense quand même, ça c'est la partie joie. Je pense que ça a été une bonne chose, que tout le monde donne son avis, même les retraités. Donc, et dans ces avis recueillis, l'EDM les a classés en 6 axes. Et parmi les 6 axes, je pense que Bourama Solo a touché un axe qui a suscité beaucoup de commentaires, qui a suscité beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Le deuxième axe qui parle vraiment de voir les potentialités de la sous-région ou de la région. Donc, qui dit les potentialités de la région, dans les détails, on a parlé du Sénégal, on a parlé du Ghana, on a parlé de la Guinée, on a parlé de la Côte d'Ivoire. Mais la solution immédiate, ça c'est la Côte d'Ivoire. Parler du Sénégal, parler d'autres pays, je pense que c'est pour masquer la solution immédiate que beaucoup de gens qui se disent comment dire là, soutien de la transition, qui se disent maliens vrai, et donc ne veulent pas entendre parce que ils ont mélangé business et souveraineté. Voilà, donc
pour la Côte d'Ivoire, il y a déjà les installations. Parce qu'il faut savoir que les installations aussi coûtent excessivement cher. Par exemple, si nous voulons rétablir une interconnexion entre le Mali et la Guinée aujourd'hui, ou entre le Mali et le Ghana aujourd'hui, il va falloir d'abord s'investir dans l'installation. Voilà. Je pense que pour l'interconnexion Mali-Côte d'Ivoire, le lancement a été fait en 2008, si je ne me trompe pas, à Sikasso, sous ATT. ATT et le président Gbagbo ont été à Sikasso pour faire le lancement officiel. Et nous avons reçu le courant, je crois, 4 ans après. C'est en 2012 que nous avons reçu le courant. Donc, s'il faut encore une interconnexion entre Mali et la Guinée, donc ça va nous coûter combien de temps? Donc, ça va nous coûter assez de temps et assez d'argent encore. Donc, et pour la Côte d'Ivoire, je pense que ce n'est qu'une négociation, même si nous avons des dettes impayées envers la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est qu'une négociation. Si c'est d'autres choses aussi qui est mélangé à la politique, ce n'est qu'une négociation. Côte d'Ivoire, il ne faut pas, comme j'avais dit tantôt, il ne faut pas mélanger business et souveraineté. Côte d'Ivoire en tire profit de l'interconnexion avec le Mali parce qu'ils nous vendent l'énergie. Et d'ailleurs, l'EDEM SA aussi en tire profit parce que les experts ont eu à dire que la production énergétique à travers les moteurs thermiques, l'EDEM perd. Donc l'EDEM vend à la perte. Mais quand le courant vient de la Côte d'Ivoire, l'EDEM en bénéficie dans la vente. Donc moi je pense qu'il faut revoir les 6 axes. Mais l'axe qui est, comme on le dit souvent à Bamarankan, Kofemi Mangan Kadi, Kongoto Kulola, Kulongala Manga. Donc Mangambe, Mangam Kada, ça c'est Kulongala Manga. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, ça c'est avoir l'électricité. Et avoir l'électricité, ça c'est la solution immédiate. Et rétablir l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, la crise n'a assez duré. Mais par rapport à tout ça, c'est vrai que il a été dit qu'il faudrait renforcer la production. Mais en renforçant la production, pas mal de Maliens ont oublié qu'il y a le projet des centrales solaires. Quand même, qui doivent fournir à peu près 400 mégavolts. Oui, ça c'est dans la théorie, mais dans la pratique, normalement, avant le départ de Mme Bintou Kamara, on devait quand même commencer. Déjà avoir des débuts. On devait commencer à consommer les énergies offertes par ces centrales. Oui. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? On n'a pas de retour. Voilà, on ne sait pas si ça se fait, mais on ne sait pas. Non, ça ne se fait même pas parce que quand on s'en tient à la dernière déclaration du ministre de l'économie qui a fait la déclaration en Russie, dit qu'il s'est préparé pour signer le contrat alors que la pose de la première pierre avait été faite 2 mois ou 1 mois avant cette visite. Donc, nous, les Maliens, on avait parlé de ça sur ce plateau. On ne comprenait pas ça. Pourquoi avoir fait pose de la première pierre, mobiliser tout ce monde, toutes ces ressources, parce que c'est le président de la transition lui-même qui est allé faire la première pierre, pose de la première pierre, et après, 1 mois, 2 mois après, on nous dit que le contrat n'est pas encore signé. Donc, les travaux, moi, je me suis renseigné, les gens qui sont là-bas disent qu'il n'y a rien qui se passe là-bas. Donc, mais comment on peut expliquer, et quand même, il faut rappeler ici que c'est avec le partenaire chinois, le partenaire russe avec les Émirats arabes unis, je crois, qui étaient des partenaires par rapport à ça. Exactement. Le pourtant, marché est donné, des poids lourds. Le marché est donné aux entreprises, à une entreprise chinoise qui doit l'exécuter. Mais comme on a dit, tout est question d'argent. Ces pays, ces puissances n'ont que d'amis, n'ont que n'ont pas d'amis. Ils ont des produits à vendre, mais c'est l'argent qui manque. Par rapport à ça. Bien sûr, je pense que la transition est tout trouvée. Comme Bourama Soulé vient de dire, comme on le dit souvent, rien n'est fait. Il n'y a pas d'amitié aujourd'hui. Les partenariats sont les partenariats gagnant-gagnant. Je gagne quoi dans le partenariat? Donc, quel qu'en soit le partenariat avec la Chine, avec la Russie ou avec n'importe quel pays, c'est qu'est-ce que je gagne dedans qui revient en première position. Voilà, donc si on n'a pas d'argent, et chose que nous n'aimerions pas entendre en ce moment, c'est de dire que l'État traverse aussi une sérieuse crise financière, une sérieuse crise économique. C'est ça que j'avais évoqué tantôt à ma première prise de parole. L'inquiétude qui m'anime, ça c'est est-ce que ça ne sera pas aussi une diversion? Parce que donc on a amené tout le monde, on a amené Tambour, Balafon, à Tchagadougou, à Sanankoroba, donc c'est fini pour la
la crise énergétique dans 4 mois. Et voilà, aujourd'hui, rien n'est fait et personne n'en parle. Donc, je crains aussi que cette rencontre du Premier ministre avec l'EDM, avec les agents de l'EDM, ne soit pas encore une diversion de plus. Sincèrement, on n'a pas d'argent. Il faut que nous ayons d'argent. Et pour avoir de l'argent, vraiment, il faut qu'on s'entende avec le monde. Il faut qu'on sache négocier. Parce que même si on n'a pas d'argent, si nous avons une diplomatie offensive, une diplomatie à la hauteur des souhaits, on peut avoir vraiment des amis qui peuvent nous accorder beaucoup de facilité parce que nous avons une diplomatie à la hauteur. Ouais, comme il a dit, hein, Fatma, si je vais rebondir dans son sens, comme il a dit, c'est quand même, on a l'impression que c'était un coup de communication qui a été fait par le nouveau Premier ministre. Parce qu'on sait quand même que le point sur lequel... Vous pensez que c'est un coup de communication? Exactement. Je pense qu'il a pris en compte ses recommandations, il va vraiment se pencher dessus. Il a annoncé qu'il va avoir une réunion stratégique cette fois-ci. Oui, mais avec tout ce qu'on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est l'économie. Parce que ce sont les impôts qui payent quand même l'État. Il ne faut pas l'oublier. C'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est nous qui payons l'État à travers les impôts. Aujourd'hui, on avait fait un chiffre ici, un mois, il y avait combien d'entreprises qui avaient été fermées. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On était autour de 2000 un mois, entreprises qui avaient été fermées. En début d'année. Exactement. De là jusqu'à aujourd'hui, il y a combien d'entreprises? Parce que chaque jour, c'est des entreprises qui meurent. Chaque jour, au moins une ou deux entreprises qui mettent les clés sous la porte. Donc tout ça, c'est des pertes, c'est des manques à gagner pour l'État. Donc l'État aujourd'hui, par faute de fourniture d'électricité, on voit que les entreprises meurent, donc pas d'impôt, pas d'entrée d'argent. S'il n'y a pas d'entrée d'argent, l'État, comme on n'a pas, avec, comme il vient de dire, les partenaires qui nous soutiennent très bien, les anciens partenaires qu'on a qualifiés de non sincères, qui quand même nous donnaient bouger d'oxygène, aujourd'hui ils ne sont plus là. Et les nouveaux partenaires avec qui on a cette amitié nouvelle, quand même c'est des partenaires aussi qui ont besoin seulement que de l'argent. Que ce soit la Chine, la Russie ou aujourd'hui la Turquie, ils n'ont besoin que de l'argent. Que le Mali leur donne soit de l'argent, soit des matières premières pour contrepartie. Donc ça, quand vous voyez tout ça et comptez à une solution immédiate, parce qu'il y a eu des rencontres, c'est de poudre, comment on dit ça, poudre aux yeux, de perlimpinpin, comme on le dit. Donc aujourd'hui, ce que les Maliens ont besoin, ce n'est pas vraiment ces rencontres. On savait, tous les Maliens, depuis le départ de cette crise, même le Malien, la vendeuse de Fourfourou savait que le problème de cette EDM, c'est manque d'argent. C'est manque d'argent, aujourd'hui c'est ce manque d'argent-là qui continue. Donc il n'y a pas de rencontres qui se tiennent, qui vont résoudre ces problèmes-là. Ce problème se résout seulement avec, comme il a dit, des négociations. Si notre diplomatie, qui est prompte qui est dans le principe de réciprocité, si ça arrive à négocier, même avec le diable, ils ont dit que pour trouver des solutions, c'est le mot d'Abdoulaye Diop, il a dit que le Mali peut s'allier à des diables. Donc, si pour trouver de l'électricité aux Maliens, il faut s'allier au diable, il faut qu'ils le fassent. Mais pour qu'ils n'arrivent pas à le faire, et les Maliens se mettent. Donc, moi, je le dis ici souvent, la diplomatie, pour notre diplomatie, la diplomatie malienne à l'état actuel, je n'ai pas confiance en elle. Donc il nous faut une diplomatie. Exactement, il nous faut une diplomatie plus porteuse d'espoir, plus porteuse de projets. De résultats. Des résultats, exactement. Des résultats que cette diplomatie, comme on voit sur les réseaux sociaux, sans résultats. D'accord. Parmi les recommandations quand même, je me permets de souligner ici, parce qu'on a été interpellé par des citoyens, on a allé savoir un peu, avec notre JT évidemment, certains citoyens ont fait comprendre que tout ça pour ça, tout ce temps pour ça, sans résultat. Et il y a aussi certains citoyens qui sont quand même revenus sur les kits électriques, ces fameux kits électriques dont la ministre avait fait... Exactement. Proposé. On n'a pas suite de cela. Hein. On n'a quand même pas suite de cela. Elle est partie sans aussi 59. Histoire d'argent. Elle est partie sans résoudre notre problème de 59 citernes aussi.
Vous voyez, tous ces, comme il a dit, Non, c'est vraiment la situation des citernes a été résolue. Hein, on n'a pas vu. Finalement, on a eu elle n'a pas fait de communiqué officiel pour ça, mais je pense qu'on a vu passer par-ci, par-là, on a vu des que ça interpellations. a été finalement vu, blanchi, et que les documents attestent bien que ces citernes ont été livrées. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu avoir une ministre qui vient dire devant les caméras que effectivement les citernes sont là? C'est la grande question. On sait très bien que le département et l'EDM sont assez maigres en communication. Exactement. Madame Fadima, vous savez, le jour où j'ai vraiment déposé cette affaire de crise énergétique, quand j'ai perdu l'espoir, l'optimisme, c'est quand j'ai vu le fameux communiqué dont vous avez mentionné qu'à tout de suite les kits énergétiques qui devaient être distribués. J'ai lu le long communiqué fait par les chargés de communication du ministère. Depuis que j'ai vu que certaines entreprises seront dotées des kits énergétiques, j'ai dit que ça veut dire que nous n'avons pas de solution immédiate. D'autant plus que la même ministre en question nous avait annoncé que dès demain, à sa première sortie, dès demain, il y aura vraiment un tout début de solution. Donc ça n'a pas été le cas. Donc en fait, pour revenir à mes propos, je disais tantôt que je crains que ça ne soit pas une diversion de plus. Quand je fais une analyse profonde, je vois que le Premier ministre sorti n'avait pas sous la main la crise énergétique. Il ne participait pas ni de près ni de loin aux crises énergétiques. Même à sa sortie, il a même eu à dire. Donc la crise énergétique n'a jamais été associée. Toutes les questions, c'était géré au niveau de la présidence. La ministre même a eu à dire qu'il y a une cellule de crise qui est là, qui est dirigée par le président de la transition. Et quand nous voyons que son successeur vient, donc il a eu la carte blanche, ou bien c'est son initiative propre d'aller rencontrer les DMSA, donc de faire cette guerre de crise énergétique comme une guerre, une première lutte aujourd'hui, ou bien une lutte de la première ligne, comme si c'est débuté aujourd'hui. Donc je crains que ça ne soit pas une diversion. Autre chose, nous avons parlé de la crise économique. Et même l'EDM aussi traverse une dure crise économique, parce qu'avec cette crise énergétique, parce que quand les gens ne consomment pas, les gens ne payent pas. Raison pour laquelle parmi les axes, ils ont même parlé de l'amélioration de la gouvernance. Donc quand on parle de l'amélioration de la gouvernance et de la communication interne, donc ça veut dire qu'au sein de l'EDM, ça ne va pas. La gouvernance et la gestion, donc ça ne va pas là-bas. Même la communication ne passe pas, parce que c'est les axes, c'est les propositions recensées qui ont été réparties en axes. Donc si on voit un axe sur l'amélioration de la gouvernance interne, de la communication interne, donc ça veut dire qu'à l'EDM ça ne va pas du tout. Donc autre chose, j'avais dit tantôt, les gens ne consomment pas et les gens ne payent pas parce qu'ils ne consomment pas. Autre chose, quand cette crise va prendre fin, est-ce que EDM aura sa force d'antan? Est-ce que EDM aura sa caisse remplie d'argent d'antan? Parce que beaucoup de gens ont déjà fait la migration, donc sur leur propre initiative, sinon à travers leur propre initiative sur les énergies renouvelables. Il y a beaucoup de consommateurs qui pouvaient payer 1 million de factures, 2 millions de factures par mois. Donc vraiment ne paient aujourd'hui que 100 000 francs, moins de 100 000 francs, parce qu'ils ont fait des installations à des coûts de millions de francs dans l'énergie renouvelable. Donc c'est l'énergie qui perd de plus. D'accord. Donc, ça veut dire que les employés, au niveau de l'EDM, ça craint. Ça craint, vous pensez que ça craint? Il y aura des licenciements? On sait qu'au Mali, c'est une structure étatique. Et quand c'est étatique, même si les gens ne travaillent pas, ils perçoivent leur salaire. Que les gens fassent. C'est pourquoi l'EDM n'est pas inquiète, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Aujourd'hui, il vient de le dire, la seule concurrence, c'est individuel, c'est les initiatives personnelles. Et ça, moi, je dis, comme il n'y a pas de courant chez moi, par exemple, chez vous, au Golfe, il n'y a pas de courant, vous dites, je vais installer 2 panneaux, 3 panneaux. Localisation de la maison des... Non, je parle de quartier. Je parle de quartier, parce que quand même, les quartiers comme Golfe, Kalabankoro, tout ça, il n'y a pas d'électricité. Quand vous voyez ça, beaucoup de gens ont des installations. Et aujourd'hui, quand vous voyez même, comme vous venez de parler des entreprises, quand vous voyez des hôtels sur place ici, de la place, vous allez trouver que certains hôtels se sont équipés énormément en énergie solaire. Donc, ce sont ces gens-là, c'est des initiatives privées, personnelles. Mais aujourd'hui, ce qu'on devait avoir, c'est une entreprise, à l'image d'autres secteurs, concurrente de l'EDM, qui va venir avec des offres peut-être plus ou moins chères ou plus ou moins alléchantes. Donc avec ça, on aurait dû avoir une amélioration de l'EDM. Mais
sans cette concurrence, vous allez trouver que il y a beaucoup de micro-entreprises qui fournissent de l'électricité à EDM. Et ce sont très généralement, ce sont ces micro-entreprises-là qui cessent de fournir de l'électricité à l'EDM, qui fait que l'EDM n'arrive plus à fournir de l'électricité aux Maliens. Parce que l'EDM leur doit énormément d'argent. Exact. Et voilà. En tout cas, nous, on regarde ça de très près. On a vu circuler sur les réseaux sociaux quand même une photo, comme quoi EDM avait installé des panneaux solaires. Je ne sais pas si c'est une photo truquée. Même j'avais un ami qui était allé payer sa facture. EDM même était... Il n'y a pas de courant, il n'y avait pas de courant. Madame, si vous me permettez, je pense que vous avez posé une question qui est extrêmement importante par rapport à la perception des salaires, les licenciements et les même employés la sur place. Ouais. Oui, d'après nos enquêtes, l'EDM a commencé à faire des retards de salaire parce qu'il faut savoir que l'EDM SA est un EPA, entreprise à caractère administratif, ça veut dire qu'ils ont ils ont une autonomie de gestion d'une part. L'État a un œil regardant dedans, mais l'EDM a la possibilité de faire des recrutements. C'est pour cela que dans l'EDM, il y a des catégories de salariés. Il y a les fonctionnaires dont leur salaire relève du trésor, et il y a aussi d'autres dont leur salaire relève de la caisse de l'EDM. Donc, il y a l'INPES qui gère une catégorie des employés de l'EDM, tandis que la caisse malienne qui gère aussi une partie. Donc, ça veut dire que quand l'EDM ne fait pas assez de profit, donc ça va peut-être dans le futur, peut-être pourquoi pas, nous allons entendre peut-être des licenciements, ou soit l'État vient au secours du fait que l'État est majoritairement actionnaire. C'est compliqué. Quand même l'information recoupée fait que l'EDM a commencé à faire des retards de salaire, donc parce qu'il y a manque d'argent. Donc ceux qui sont sous contrat sont menacés. Eh bien, dis donc, les emplois même au sein de l'EDM, ça craint. Donc, on aimerait bien savoir tout ça. On aimerait aussi bien avoir l'approche avec le ministre de l'économie et des finances, qu'il arrive vraiment à rassurer les gens aussi. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a le chômage, l'économie craint et tout, mais on aimerait un bon petit communiqué qui rassure les gens à se dire que ça ira. En tout cas, on va suivre ça de très près. Voilà, c'est un sujet qui nous suit depuis, ou qu'on suit plutôt, c'est l'inverse. C'est nous qui suivons, le sujet Je crains que l'EDM ne vous débauche d'ici. On a installé les panneaux, je me permets de dire. Donc, nous, on a cette petite autonomie-là qui nous rassure un peu. Voilà. Alors, on va aller avec un autre sujet qu'on a sous la main. C'est un sujet quand même assez rassurant. Il s'agit de la libération des 11 leaders politiques la semaine dernière. Voilà. Est-ce que c'est une vraie démarche d'apaisement, une vraie démarche de dialogue? Traoré. Oui, je pense que c'est une vraie démarche de dialogue. Déjà que ces leaders avaient passé à la prison 5 mois et quelques, je crois 5 mois, 18 jours, quand même 5 mois et quelques, c'est vraiment trop. D'autant plus que au tribunal de première instance, de grande instance, le magistrat de siège avait vraiment dit que le dossier ne contient rien. Mais en fait, nous avons vu que le procureur qui avait interpellé ces gens-là s'est opposé à la décision. Donc, le juge de siège avait instruit leur libération, chose qui n'a pas été faite. Bon, on sent quand même qu'il y avait vraiment beaucoup de tiraillements. Mais depuis leur arrestation, le dialogue était ouvert, même si au début, ce n'était pas... Voilà, du fait que ça dure, le dialogue a pris de l'ampleur, Bon, le soulagement est venu le 5 passé. Ces gens ont été, ces leaders ont été libérés grâce à la médiation de l'ancien Premier ministre qui gère aujourd'hui la charte, le comité de rédaction de la charte de paix, je crois. Donc, je pense que lui, il a pris la langue, ou bien il a pris l'initiative après la conférence de presse des politiques.
Donc, lorsqu'ils ont dénoncé l'arrestation, ils ont demandé la libération immédiate de leurs camarades politiques, des exilés, le retour des exilés politiques, etc., etc. Quand même, je pense que c'est une très bonne chose. Et le pays nous en souffre aujourd'hui. On en souffre beaucoup. On en souffre beaucoup. La crise énergétique, la crise financière, tout, ça ne va pas du tout. Donc, si le dialogue politique aussi est rétabli, donc peut-être qu'avec l'implication de ces politiques, nous aurons une issue de sortie. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, même si les gens, excusez-moi le terme, vomissent aujourd'hui les politiques, il faut reconnaître que la gestion des pouvoirs revient aux politiques constitutionnellement. Donc c'est leur travail d'animer la question politique, d'animer les débats politiques. Et si les débats politiques sont animés, je pense que ça peut être une solution pour cette crise. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faudrait vraiment trancher cette discussion qui se fait en disant non, on ne veut plus les politiques, on veut les politiques? Est-ce que vous pensez que c'est la transition qui doit trancher ça, à faire comprendre aux Maliens que quoi qu'il en soit, bien vrai que les Maliens veulent la sécurité, la paix, la stabilité, en réalité, la gestion d'un pays, ça va aussi avec des politiques. J'ai suivi le secrétaire général de CODEM qui était à la rencontre avec le PM, qui a pris la parole. Et tous les Maliens, je crois, ont vu sa vidéo circuler. Il a dit c'est les politiques faibles, les hommes politiques faibles qui savent qu'ils n'ont rien comme militants derrière eux, qui veulent accéder facilement aux postes de responsabilité, qui soutiennent, qui disent, qui décrédibilisent la classe politique. Sinon, aujourd'hui, quel est le sondage qui a dit que les Maliens vomissent la classe politique? Oui, est-ce que ceux-là qui font de bruit, est-ce que c'est la majorité? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans toute chose, il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Donc il ne faut pas dire que, parce que c'est moi qui fais le bruit aujourd'hui, que je suis la majorité. Donc c'est pourquoi moi j'ai jamais été d'accord avec la notion du peuple au Mali. Quand on dit peuple, le peuple, on galvaude le mot là. Et la constitution malienne a clairement condamné qu'on galvaude le nom peuple. Une partie de la population ne peut pas se prévaloir d'être le peuple du Mali, le peuple malien. Et aujourd'hui, chaque fois qu'on arrive à mobiliser 10 personnes dans une salle, 5 personnes dans une salle, 20 personnes dans une salle, on dit le peuple a dit. On dit les Maliens ont dit. Ça, c'est une insulte pour l'intelligence malienne. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Donc aujourd'hui, comme il a dit, la classe politique, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le général d'armée Assimi Goïta est un homme politique. Il est militaire, mais il joue le rôle politique. Il occupe les postes politiques. Il joue ce qu'on appelle le poste politique. Donc aujourd'hui, dire que on peut gouverner sans la politique, c'est de l'heure. Parce que c'est pourquoi moi je dis, quand dans un pays n'est pas, tant qu'on n'arrive pas à 50% même de l'alphabétisation du peuple malien, ça va être très compliqué que ce pays soit gouvernable. Cela dit, votre question de libération des 11 leaders politiques, moi je crois, là aussi, en tant que journaliste, en tant que chroniqueur, on doit se poser la question sur l'indépendance de la justice. Parce que comme il vient de dire, le juge de siège avait demandé la libération de ces gens. Le procureur, lui aussi, fait partie de la justice, s'est opposé. Il a mis son veto, il les a renvoyés en prison. Des urgences se sont déroulées, ils ont resté en prison. Et aujourd'hui, il suffit Diko, Ousmane Maïga, pardon, chaque fois je l'appelle Diko, ancien premier ministre et aujourd'hui président du comité de rédaction de la charte pour la paix et la réconciliation, qui a dit: Monsieur le Président, pour me faciliter la tâche, moi je veux tous les Maliens. Et pour me faciliter la tâche, il faut libérer les hommes politiques. Donc, paraît-il qu'il a joué un rôle déterminant, parce que ce qui prouve qu'il a joué un rôle déterminant, la première personnalité que ces 11 leaders ont rencontré, c'était lui, au CCB. Donc aujourd'hui, est-ce que, par coup de téléphone de la présidence, que la justice a dit: ah d'accord, on nous dit, on obéit aux ordres, est-ce que c'est bon pour le pays? Est-ce que c'est bon pour l'image du pays? C'est vrai, moi je suis pour la justice, je suis pour l'indépendance de la justice, et l'indépendance totale. Le président a un veto, un droit de veto que la Constitution lui donne, le droit de grâce.
il peut gracier. Cette grâce vient après le jugement. Si la justice dit, non, nous on a des éléments nécessaires pour dire que ces gens-là, les chefs d'accusation sur lesquels on les a mis sous sous verrou, c'est-à-dire atteinte aux tentatives d'atteinte à la sécurité de l'État et de déstabilisation ou de troubles à l'ordre public. Donc ces chefs d'accusation sont suffisamment fournis pour les maintenir en prison. Donc on va les juger. Parce que la justice a quand même toutes les modalités. Elle a joué tout exactement. Exactement. Au bout, l'audience, les condamnés à sursis, les condamnés définitivement, et le président vient avec l'état de grâce. Et là, on sait que la justice a fait son travail et le président a joué sur le pouvoir que la Constitution lui confère. Mais on n'a pas fait ça. On ne les a pas jugés. Et bon, on a dit que, je crois, il y a eu quand même quelque chose comme quoi le juge les a appelés pour dire que les charges là, ils sont en liberté provisoire. Ils n'ont pas totalement été libérés, mais au Mali, d'après les avocats que moi j'ai pu jeune, il n'y a pas la notion, je ne sais pas s'ils ont mis dans les nouveaux codes pénal et code de procédure pénale, ils ont mis dedans, mais il n'y avait pas notion de liberté provisoire. Il n'y en a pas au Mali. Si on vous met une liberté provisoire, vous êtes libre. C'est cette liberté provisoire que Amadou Aya, général Amadou Aya, ça nous bénéficie jusqu'à présent. Donc il est toujours en liberté. Donc il n'y a pas ça. Donc ce qui veut dire que ces hommes politiques sont en liberté totale. Il n'y a pas. S'ils les retournent, peut-être qu'avec ce que nous sommes en train de dire, la juge va dire que pour notre crédibilité, après la phase de cette rédaction. Ce n'est pas une forme de sursis qui ne dit pas son nom aussi. En fait, Madame Fadima, je pense que c'est ça qu'on appelle prison cadeau. Voilà. Perdre du temps. Voilà, perdre du temps. En fait, dans le nouveau code dans le nouveau code pénal et de procédure pénale, la liberté conditionnelle n'existe plus. La liberté conditionnelle qu'on appelle CONIMA, liberté provisoire. Sinon, voilà. Donc, on a supprimé. Donc, c'est la liberté tout court. Maintenant, voilà, donc, on a supprimé tout court. Tout à fait. Maintenant, la question, je pense que vous ne m'avez pas posé la question, mais j'ai pris la parole. Allez-y. Voilà, donc j'aimerais rebondir un peu sur Bouré Masolo. Peut-être que nous sommes en déphasage un peu par rapport à cette question du peuple. Et c'est vrai, moi je suis d'accord avec lui, mais chose que quand on va avec son entendement, il n'y aura pas de peuple, hein, parce que même on dit que l'actuelle constitution du 23 juin a été votée par le peuple malien, parce que ça a été voté à la majorité 98 ou 80 combien %, mais les 3 ou 2% qui n'ont pas voté donc font partie aussi du peuple. Et un président de la République est élu, il y a toujours des gens qui ne votent pas pour le président de la République, et il y a des gens qui ne votent même pas. Mais on va dire que les Maliens ont élu telle personne pour être présent de la République du Mali. C'est pourquoi le taux de participation est très important dans les processus d'élection. Le taux de participation, c'est ça qui légitime un président. Exactement. Voilà. Vraiment. Donc c'est juste ma position de la chose. Quand on dit le peuple, ça ne veut pas tout le monde. Quand on dit les Maliens, ça ne veut pas tout le monde. Mais généralement, quand on parle du peuple, on parle de la majorité. Et Madame Fadima avait évoqué quelque chose. J'avais tantôt parlé que certains Maliens vomissent. Non, les Maliens vomissent les politiques aujourd'hui. Elle a posé la même question. Effectivement, nous sommes tous des journalistes. On a eu à faire des micro-trottoirs. On a eu à faire des sondages journalistiques. Et dans la plupart des cas, même peut-être à la diffusion de cette image, elle aura un retour à travers les réseaux sociaux ou bien sur les boîtes de suggestions de la télé. Peut-être que voilà, non, les politiques ne sont pas comme ça. Hier, le cas m'est arrivé. On a fini juste un passage à la radio. J'ai été appelé au numéro de la radio. La personne me dit non, les politiques là, ils n'ont rien fait pour le Mali. J'ai écouté la personne, je dis effectivement, ce que vous dites là, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, par rapport sur la question de l'affaire de l'avion présidentiel et des équipements militaires, il y a des militaires qui sont dans les geôles. Exactement. Ils sont dans les geôles. Pourquoi? Parce qu'ils sont accusés de blanchiment ou bien de détournement de fonds. Donc, quand on prend le procès de Moussa Traoré, il y avait combien de militaires dedans, même s'ils ont été acquittés après? Il y avait plusieurs militaires dedans. Donc, quand il dit que les politiques ne sont pas bons, il faut dire aussi que même les militaires ne sont pas bons, parce que c'est la politique qui définit la politique de sécurisation, de défense du pays. Oui, ce sont les militaires qui définissent ça. Que ce soit l'ancienne constitution, que ce soit la nouvelle constitution.
Donc la conquête et la gestion du pouvoir revient entièrement aux politiques, à la classe politique. Donc dire que les politiques n'ont rien fait, peut-être que vous aimez aujourd'hui, c'est une question de X ou de Y. J'aime X, j'aime Y, donc je défends bec et corne, excusez-moi le terme, et bec et ongle, je m'excuse. Mais c'est pas dire les politiques n'ont rien fait. Il y a les bons politiques comme il y a les mauvais politiques, il y a les bons militaires comme il y a les mauvais militaires, il y a les bons journalistes comme il y a les mauvais journalistes. Donc que chacun essaye de travailler pour le bonheur de ce pays-là. Mais chose qui est à reconnaître aujourd'hui, je pense que beaucoup de Maliens ne se voient plus avec ces politiques. Et je pense que c'est l'action de ces politiques, comme vous avez si bien parlé du cas de CODEM, c'est certains politiques qui ont d'abord commencé à décrédibiliser la classe politique. Quand tu vas dire que non, les démocrates de 1991, XY, non, finalement, il faut voir, moi je ne trouve dans aucun pays, dans mon analyse, dans aucun pays, la présidence est gérée par un militaire, l'Assemblée nationale, même si on appelle CNT, gérée par un militaire, et la primature aussi gérée par un militaire. Je n'ai vu dans aucun pays pour l'instant. Même dans les pays en transition. Et je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Mais le cas est arrivé chez nous. Pourquoi? C'est la conséquence des actions de certains politiques. C'est le résultat. C'est la résultante des actions de certains politiques qui ont décrédibilisé la classe politique. Et lorsqu'on a arrêté les 11 leaders politiques, moi j'ai été à la brigade d'investigation judiciaire. Ils avaient mis partout les agents les policiers là, les forces de l'ordre, de maintien d'ordre là. Ils avaient mis partout les débouts. Il y avait plus à peu près une centaine de policiers, créant que les politiques allaient faire des mouvements. Mais il n'y a pas eu de mouvement. Ouais. Voilà, donc je reviens permettez-moi madame, je reviens à la séparation des pouvoirs. Et dans nos pays africains, la séparation des pouvoirs, ce n'est que texte. Dans la réalité, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Merci beaucoup. On va essayer d'avancer, sinon le temps risquerait de nous faire défaut. Voilà. Notre prochain sujet est encore une fois la rencontre de notre Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Il l'a rencontré à la date du 5 décembre. Voilà, c'est une date à marquer peut-être les esprits. Les leaders politiques, les partis politiques, sans transition, hein, on est toujours dans le même sujet. Est-ce que vous pensez que pour cette fois-ci, il y aura un vrai dialogue politique dans le Mali? Bon, Abdoulaye Maïga, moi je crois qu'il est très très politique, ce gars-là. Il aime ce côté très politique. Et la réelle politique, on dirait, c'est son plat préféré. Parce que quand il a été, c'est lui qui a créé le cadre de concertation avec la classe politique. Ce cadre, on a l'impression que ça marche pas. On a l'impression que il y a des vraies discussions, des vrais échanges. Après, on voit, ils mettent du temps à se réunir. Bon, quand il prend la primature, il dit je restaure encore ça et tout. On parle des élections, on écoute. Il a même dit l'État ne travaille pas avec les propositions venant des partis politiques. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Il a dit, ce sont ses mots. Il dit, on vous écoute, mais ce n'est pas forcément l'État travaille avec ce que vous dites. L'État travaille que si l'intérêt supérieur de l'État est quand même garanti, dans le sens de l'intérêt de l'État. Donc, est-ce que cet intérêt de l'État là, cet État là, est-ce que c'est le régime? Est-ce que c'est l'État, le Mali? On parle. Donc, il y a ce qui se passe. Oui, il y a une très bonne. En tant que journaliste, en tant qu'analyste de discours politique, il faut vraiment faire la part des choses. Quand on dit intérêt supérieur, la parle de qui? Parce qu'on est en mission, il a été nommé, il est en mission. Son intérêt supérieur là, est-ce que c'est celui qui lui a nommé? Ou bien son intérêt supérieur, c'est les Maliens? Fadima et moi. Donc c'est ça. Moi je crois vraiment pas que ça soit très sincère. Parce que... En tout cas, à la sortie de tout ça, quand on a tendu le micro aux acteurs politiques, aux leaders politiques, tous étaient quand même satisfaits d'avoir ce dialogue. Fatima, c'est comme quand ils ont annoncé le paiement de combien de milliards 200 milliards sur 3 000 milliards de dettes. La dette intérieure. Voilà, quand même, tient
Nimle d'accord Kausani dans l'Angolais. En tout cas, ils ont quand même eu certains, comme le secrétaire général de la CODEM, qui avait beaucoup de choses à dire. Il a pu extérioriser ça. Donc ça, c'est des bons signes. Il faut avoir quand même quelqu'un, même s'il vous écoute, il a l'impression de noter, il ne note pas. Quand même, vous le dites en face. Voilà, c'est mieux que avoir être dans vos coins, vous ne savez pas si vous êtes homme politique, est-ce qu'on vous considère, est-ce qu'on vous considère pas. C'est mieux, la démarche, elle est salutaire. Mais maintenant, ce qui est sorti de la démarche, est-ce que, par exemple, quand on voit les élections, parce que les partis politiques aujourd'hui, ce qui les arrange, ce qu'ils attendent seulement, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est aller vers les élections. Et quand on regarde l'ordre de priorité, comment dirais-je, envoyé par Assimi au gouvernement, on voit que les élections, c'est jusqu'au dernier. Non, on en parle, mais c'est à la dernière position. Quand est-ce qu'on va stabiliser le pays? Quand est-ce qu'on va... Si moi, président, Bruyama sur le président, on va me dire qu'on va aller aux élections, que lorsque le Mali sera stable, est-ce que je ne vais pas même créer des troubles à Bamako pour rester au pouvoir? Donc il faut aller au-delà de ce qu'on nous fait voir. Parce que quand moi je dis, on a été à l'école pour ça, pour décortiquer les discours politiques. Quand on met les élections jusqu'à la dernière position, ça veut dire ce que ça veut dire. En ordre de priorité, c'est la première position. Oui, en huitième position, oui. C'est en huitième position. En huitième position, oui. Oui. Est-ce que ça va aboutir à un apaisement du climat politique et que réellement il y aura un vrai dialogue? Oui, je suis optimiste cette fois-ci, vu la mobilisation. Parce que celui qui suit ces cadres de concertation avec la classe politique, la mobilisation de la dernière fois était vraiment à la hauteur. Vous avez vu toutes les places allouées à la classe politique. Je pense que la salle était quasiment pleine. Donc ça montre que vraiment la classe politique vraiment veut venir arracher ce qui a été arraché. Donc veut venir retourner à sa place d'antan. Vous avez tantôt parlé, à la sortie déjà, il y a beaucoup qui ont exprimé leur satisfaction parce que ça a été aussi un cadre de défoulement. Il faut voir dans les points inscrits à l'ordre du jour, il n'y avait pas l'élection dedans, mais les gens en ont profité pour parler de l'élection et quand l'élection. Oui. Parce que nous sommes toujours dans le léger report, hein, voilà. Chose qu'il faut retenir. Voilà, donc vraiment ça a été un cadre et je pense que je suis vraiment optimiste. En répondant à votre question, je suis vraiment optimiste voyant la mobilisation de la classe politique. Et encore, je pense qu'on veut tout faire parce que les dirigeants, je trouve que ces dirigeants aussi sont fatigués. Ils sont vraiment fatigués de cette situation. Raison pour laquelle beaucoup de gens voient déjà l'année 2025 peut-être l'année des élections. Et comme Bruyama Solo l'a si bien dit, donc lors du premier conseil des ministres de ce gouvernement, le président Assimi les a donné une lettre de cadrage. Dans cette lettre de cadrage, donc le dernier point, ça c'est l'organisation des élections. Donc je pense que le Premier ministre en a profité de cette occasion pour en parler avec la classe politique. Mais ce qui est un hic pour moi dans cette affaire, à quel titre il a rencontré la classe politique? Si en tant que nouveau Premier ministre, je trouve que c'est bien, mais si c'est en tant que nouveau Premier ministre et ministre de l'administration territoriale, je pense que ça a été mal choisi parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'administration territoriale n'est plus le tutelle des partis politiques. Donc c'est l'EJ qui est le tutelle des partis politiques et je pense que l'EJ a été mise en place déjà, c'est plus d'une année. L'EJ doit être aujourd'hui assez mûr pour prendre attache avec la classe politique, discuter à fond certaines questions avec la classe politique, parce que je pense que beaucoup de questions, c'est que l'EJ devait dire, beaucoup de choses ont été dites. Donc si c'est en tant que Premier ministre, je comprends un peu, mais si, pour ne pas revenir sur mes propos, quand même je pense que l'EJ devait être associé et l'EJ aussi doit avoir vraiment des cadres d'échange direct avec la classe politique. Ouais, je crois que l'EJ a déjà ça et la dernière fois quand l'EJ a appelé la classe politique, vous avez vu que la classe politique s'est en quelque sorte déclinée parce que les 11 étaient déjà en prison. Exactement. Voilà, donc du coup, voilà, aujourd'hui, quand même, c'est une bonne initiative, mais moi, je parle de la naïveté de la classe politique. Aujourd'hui, on voit rien comme signaux
qui nous montre qu'on va vers les élections. Ça, c'est vraiment, même la lettre de cadre dont vous parlez, oui, mais quand même, c'est annoncé la révision de la liste électorale. Ça, c'est chaque année. Oui. Ça, c'est chaque année. Oui, on le fait. C'est habituel. Cette fois-ci, il faut y croire. Accordons lui quand même le bénéfice du doute. Tout à fait. Madame Fadima, je suis des mêmes bords avec vous. Parce que je suis de aucun bord d'ailleurs. Non. Accordé, comme vous l'avez dit. Non, ça veut dire que nous sommes en phase, tout simplement. Lorsque vous avez dit que la révision de la liste, électorale, effectivement, c'est un processus annuel. Je m'excuse, un processus annuel. Donc, chaque année, il y a une période qui est là donc pour la révision annuelle. Ouais. Mais cette année, nous avons vu une autre chose dedans. Nous avons vu la visite des sites, des révisions annuelles par le président de l'EJ, par le ministre de l'administration territoriale. Donc, vraiment, je pense que ça montre quelque chose. Et dans cette rencontre avec la classe politique, la question est revenue. Le ministre les a même encore demandé, le premier ministre plutôt, les a même demandé vraiment de s'impliquer à cette révision de la liste électorale. Il y a eu même la communication des chiffres déjà. Je pense qu'il y a 8 millions et quelques inscrits sur la liste électorale, tant à l'intérieur, tant à l'extérieur. Mais la mobilisation est très, très faible par rapport à cette procédure ou à ce processus de la révision de la liste électorale. Donc, quand il y a question de la révision de la liste électorale, peut-être qu'il y aura de la fumée bientôt. En tout cas, le Premier ministre a dégagé quelque chose. Hein. Il dit l'inclusivité, la co-construction et la transparence. Est-ce que vous croyez à cette inclusivité? Ça veut dire quoi? On va avoir un gouvernement peut-être dans les mois à venir avec un dialogue ou pas? Bon, moi il y a quand même des observateurs qui prônent que ce gouvernement ne devait pas être celui-là. Il devait être soit un gouvernement d'union nationale, soit un gouvernement de mission. Donc, gouvernement d'union nationale pour l'inclusivité ou gouvernement de mission pour aller vers l'organisation des élections. Donc, un gouvernement chargé vraiment d'organiser les élections. Mais le gouvernement qu'on voit, c'est la c'est la reconduction à 80% de l'ancienne équipe gouvernementale. Donc, ça, c'est ça. Mais quand même, comme j'ai dit, le général Abdoulaye Mega, il est quand même on a l'impression que c'est vraiment un fin politique et qui connaît les rouages politiques parce qu'il ne fait que ça. Mais aujourd'hui, il est obligé d'avoir aussi cette petite casquette politique. Oui, mais même à l'international, il était dans ça. Voilà, donc, tout ce qu'il fait. Le gouvernement, c'est lui qui donne les grands donc, du coup, quand on voit ça, l'inclusivité, je ne sais pas c'est à quel niveau. Il veut parler au niveau des... Parce que les Maliens sont quand même en quelque sorte divisés. Quand on parle de Fazide Ndjougou, Fazide Nyouma, parce que vous ne soutenez pas, parce que tout pouvoir est appelé à être critiqué. Quand on gère les affaires publiques, on est appelé à être critiqué. Est-ce que celui qui critique est Fazide Ndjougou? Est-ce que ce discours-là n'est pas... parce que ça vient quand même d'un niveau très haut de l'État. Parce que l'ancien Premier ministre, c'était son plat favori pour désigner toujours des ennemis, pour désigner tous des adversaires comme des ennemis de la transition, comme des gens qui sont des taupes et tout. Donc aujourd'hui, en quelque sorte, les Maliens sont fracturés. Est-ce que son inclusivité, c'est vraiment dire aux Maliens qu'en transition, en période exceptionnelle, il n'y a pas cette catégorisation? Il faut aller des mêmes bords et être de la même vision. Si c'est dans ce sens il parle, je trouve que vraiment il a des matières parce qu'il n'a pas encore tout à fait constitué son équipe au niveau de la primature. Il peut constituer une bonne équipe qui peut lui permettre d'atteindre ses objectifs. Mais si c'est de la classe politique, aujourd'hui, comme il a dit, la classe politique, quand on voit la mobilisation des Maliens pour aller s'enrôler dans cette liste électorale, on voit que les Maliens ne sont vraiment pas pour les élections. Ils en ont marre en fait. Aller faire les élections une année, 2 ans plus tard, coup d'État ou manifestations qui ne terminent plus et qui ne finissent plus. Chaque fois, un éternel recommencement. Les Maliens, je crois qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'un bon boost pour aller vers ça. Donc, si c'est vraiment... il a une intention de réunir les Maliens, moi, je trouve que
c'est bon. Mais si c'est vraiment avec les classes politiques, je trouve que... Donc pour vous, ça va être difficile pour lui de faire vraiment quelque chose avec la classe politique je crois pas, parce qui est là. Non, moi, c'est juste gagner du temps. Oui, j'ai une autre vision. Effectivement, elle peut faire quelque chose avec la classe politique. J'avais dit tantôt, il faut savoir que les autorités de la transition aussi sont fatiguées aujourd'hui. Parce qu'il faut voir cette... Vous avez l'impression? Oui, j'ai l'impression. Okay. Avec cette multiple de crises, la crise dans crise un peu partout, il faut qu'on s'en sorte avec vraiment une élection. Thomas avait souligné tantôt le gouvernement de mission, le gouvernement de quoi je crois d'Union nationale. Je pense que nous avons un gouvernement de mission. C'est lui qui voit la lettre de cadrage du président de la transition donnée à ce gouvernement. Je pense que vraiment nous avons un gouvernement de mission et je pense qu'avec la classe politique, ensemble, main dans la main, on peut faire quelque chose. Mais autre chose, Madame Fadima, ce que je crains, c'est que, parce qu'il faut savoir que tous les discours politiques, c'est la réponse à une situation du peuple qui est là, à une situation, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une communication, voilà, donc il faut résumer ça, donner une réponse à ça dans un discours politique, dans un discours institutionnel. Le Premier ministre a tenu, donc il a dit, il parle de l'inclusivité. Je pense que beaucoup de gens avaient traité, même sur le plateau, Bouré Massolé vient de dire, le Premier ministre n'était pas inclusif, il avait divisé, il a classé des sites. Ouais, exactement. Bon, c'est les mêmes termes qui circulaient. Peut-être qu'en répondant donc à ces différentes communications d'en bas et en haut, maintenant, il va parler de l'inclusivité. Et même pour la mobilisation, c'est vrai, les 11 leaders étaient libérés, avaient retrouvé la liberté, même si c'est la liberté provisoire. Peut-être que ça peut être la cause de la grande mobilisation. Mais est-ce que la classe politique aussi n'a pas applaudi l'arrivée du Premier ministre en général à la primature, donc venir l'accueillir, venir lui l'apporter son soutien, etc., etc. Quand même, je pense qu'avec l'inclusivité, avec main dans la main, on peut faire grandes choses. Et quand il a su piquer là où ça doit être piqué, il a joué la bonne carte, je pense que ça ira. D'accord. Mais la classe politique aussi, il ne faut pas mentir, hein, ils avaient besoin du 109, ils avaient besoin d'avoir un interlocuteur parce qu'ils étaient face à un mur. Exactement. Choguel Kokala Mega n'était pas le bon interlocuteur parce que, comme il est dit dans toutes ses sorties, il les accusait d'être à la base du problème qu'on vit. Il ne se mettait jamais dans la peau d'un homme politique, alors que lui, c'est un président d'un parti politique. Il est président d'un mouvement politique qui est M5-RFP. Mais chaque fois, c'est lui qui accusait, même sans le savoir, le mouvement qu'il dirigeait. Parce que M5, quand même, c'est un mouvement hétéroclite qui était composé de plusieurs partis politiques. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la classe politique avait vraiment besoin d'un interlocuteur et Abdoulaye Idrissa Maga semble être cet interlocuteur, mais seulement que s'il sache jouer s'il sait jouer le bon jeu, comme il a dit, la bonne carte avec la classe politique, sinon... Est-ce que vous pensez qu'il y a un timing pour lui, pour vraiment installer ce dialogue, il y a un timing pour lui? Oui, parce qu'il peut jouer sur l'aspect, parce que, comme je dis aujourd'hui, tout ce que la classe politique veut entendre, c'est quand est-ce qu'on va organiser les élections. Ils l'ont dit, même si le délai va être long, il faut quand même proposer quelque chose. Il faut sur la table, il va dire, venez, on va discuter sur le calendrier, sur l'échéance électorale. Ça, c'est des choses qu'ils veulent entendre. Mais les appeler dans la salle pour aller parler de l'électricité, EDM ou de chômage ou de sécurité, je crois que ce n'est pas chose qu'ils veulent entendre. D'accord, merci monsieur. On va essayer d'avancer. Donc nos sujets dans le pays sont bouclés. Certains, sauf un, affaire à suivre. Voilà. Pour la crise énergétique, on a toujours ça à l'œil. On regarde ce qui se passe pour pouvoir rendre... un petit peu des comptes aux citoyens maliens à ce sujet. Dans la sous-région, nous allons du côté du Niger. Voilà, le Niger, la semaine dernière, à la date du 4 décembre dernier, les citoyens nigériens, africains, en gros, ont été surpris, quelque part ou pas, de voir un communiqué venant de la société d'exploitation minière Orano au Niger. Voilà, comme quoi il perdait le contrôle opérationnel de l'exploitation au niveau de cette mine-là. Tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Traoré. Oui.
En fait, depuis l'arrivée des militaires aussi à la tête du Niger, les entreprises françaises, notamment ceux qui sont dans l'exploitation de mines d'uranium, ont eu de sérieux problèmes. Singulièrement, Orano donc, a eu vraiment de sérieux problèmes d'exploitation. D'abord, ça a commencé par un problème d'acheminement des produits finis vers la mer, parce que le Niger est un pays enclavé, donc un pays qui n'a pas de débouché sur la mer, donc il passe pas forcément par le Bénin. Avec la fermeture de frontières avec le Bénin, donc ça a porté vraiment un coup sérieux. L'uranium était exploité, mais l'uranium n'arrivait pas au port pour être acheminé en France ou ailleurs où ça doit être voilà, travaillé autrement. Donc, au même moment, le pays accusait aussi la même société de ne pas pouvoir exporter ses produits finis. Non, c'est ses produits, l'uranium, ou l'uranium, je ne sais pas trop. Donc, il y a eu vraiment les premiers coups entre l'État nigérien et la société Orano. Et par fini, l'État a vraiment pris le contrôle de l'exploitation, d'autant plus que Orano occupait 60 et quelques pourcents, je crois que c'est 64 ou 63 et quelques pourcents. L'État nigérien, 33 ou 34% comme ça, donc peut avoir des virgules dessus. Maintenant, c'est 100% nigérien. Donc, moi, je pense que dans cette affaire, la chose qui est claire pour moi, c'est que nous sommes avec des gens qui veulent nationaliser les entreprises, voilà. Mais on doit se poser la question, quand on fait, déjà, celui qui a déjà écouté les médias internationaux sur cette affaire, déjà les premiers micro-trottoirs au Niger, ils sont contents, beaucoup de gens sont contents, dire que vraiment c'est revenu à nous. Mais c'est vrai, tout ce qu'on dit, je trouve que c'est vrai, mais les 30 et quelques pourcents qui reviennent à l'État nigérien, ou si c'était l'argent liquide ou si c'était l'investissement, quand même, qu'est-ce qui a servi les 30 et quelques pourcents? Donc, il ne faut pas toujours voir sa maladie, la cause de sa maladie, les autres. Il faut souvent aussi se remettre en cause. Et je vois aujourd'hui dans nos pays africains, tout ce qui est quelque chose contre la France, contre les Occidents, c'est la bienvenue. Donc, on soutient, voilà, sans pourtant réfléchir à la hauteur. D'accord, merci beaucoup. Soulo, est-ce qu'on peut dire que vraiment c'est un bras de fer sans fin avec la France? Parce que là, bon, je crois que parti, hein. la France d'Emmanuel Macron a aussi pris une autre posture de ne pas être dans le bras de fer. Partout on les chasse, ils disent d'accord, ils prennent leurs clics et claquent, ils partent. Donc ça c'est parce que avant ça, Orano avait déjà suspendu ses activités au Niger avant de reprendre. Donc aujourd'hui avec le contrôle, la prise de contrôle par l'État, est-ce comme Ibrahim vient de le dire, est-ce que c'est la solution? Parce que quelqu'un qui exploite, on va trouver les téléspectateurs vont nous inciter pour dire que toujours vous êtes là à tous dire que les Africains ne sont pas capables et autres. Non, ne le dis pas, il a dit 34%, presque 34%. Revenez à l'État. C'est ce 34%, ce pourcentage-là, en nature ou en liquidité, qu'est-ce que ça a servi? Est-ce que ça a enrichi des hommes ou ça a enrichi le pays? Il faut poser ces questions. Et ces 100% là, ça va enrichir encore des hommes ou ça va enrichir des Nigériens? Le Niger, quand même, c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est avec quel aujourd'hui, Lorano dit, aujourd'hui, ex-Areva, ils vont repartir avec tout leur équipement, tout leur personnel qualifié. Comment l'État va recruter, comment l'État va exploiter ces mines-là? Il ne faut pas aller. Peut-être même si l'État redonnait encore à une autre société, ce n'est pas sans contrepartie. La société qui va venir va dire, soit je vous donne 40... Je pense bien que l'État nigérien a déjà fait savoir qu'ils sont propres à pouvoir faire exploiter par les Russes. Exactement, ils vont le faire parce qu'ils vont sous-traiter. Et qui dit, c'est comme changer un autre pareil, un mètre par, c'est que Kémy Seba le dit, un autre mètre par un mètre par un autre mètre. Est-ce que ça c'est l'Afrique? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de chercher? De dire que c'est notre cause, notre malheur, c'est la France, mais les Russes vont nous être... Il y a combien de Nigériens en Russie qui ont réussi là-bas, qui ont fait le Niger un pays de grandeur. Donc moi, on est en train de jouer sur un sentiment qui est là, qui est alimenté par la Russie. On le sait très bien parce que même en Roumanie, le candidat qui est arrivé en tête,
la justice a dû annuler les élections parce qu'ils ont dit que la Russie s'est mêlée dedans. Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'État russe, c'est comme en quelque sorte, joue beaucoup sur les réseaux sociaux et avec les trolls et tout ce qui se passe avec, influence beaucoup et influence sur les décisions même de l'État. Et aujourd'hui, si le Niger prend ça souverainement, cette décision, on ne peut que constater. Mais après, est-ce que c'est pour les Nigériens ou est-ce que c'est pour les dirigeants? Il ne faut pas, nous, la journaliste, le rôle de la journaliste, c'est l'intérêt public. L'intérêt public, les journalistes eux-mêmes en bénéficient, mais les populations en premier, pas les dirigeants. Les dirigeants, l'État leur donne suffisamment les moyens pour faire le travail. Mais est-ce que les populations en bas là, qui meurent de faim, qui se déplacent, qui sont en insécurité. Ça veut dire pour faire aussi simplement, est-ce que si le Niger prend en main toutes ces entreprises et tout ça, ça fera du Niger au Mali, on en a fait. Demain. On en a fait au Mali avec Moussa Traoré. Avec Moussa Traoré, on en a fait. Où est-ce que ça a amené le Mali? Non, ça ne va pas faire de Niger un pays émergent comme on le souhaite, hein, Madame Fadima. Parce que déjà, comme Bourema Soule vient de dire, chasser un maître pour dire bienvenue à un autre maître, on est en train de jouer à ça. Si le Niger avait vraiment la capacité logistique, la capacité de ressources humaines pour faire l'exploitation, peut-être qu'on allait... Transfert de technologie, transfert de compétences, on allait accepter. Voilà, mais on dit que donc on va chasser l'urano donc pour donner l'exploitation à une autre société d'un autre pays partenaire. Vraiment, je ne pense pas que ça soit vraiment la solution. Qui sait même que ce pays partenaire n'est pas derrière, n'a pas mis pression sur l'État nigérien de chasser l'urano. Et si ce pays partenaire a déjà influencé la prise de décision, là on ne doit plus parler de la souveraineté. Voilà, la fameuse souveraineté s'envole. C'est ça. En tout cas, on voit que leur diplomatie a comme discours, et c'est même ces discours qui se retrouvent à l'AES. Chers collègues, ayez l'œil sur ça. Oui. Comme quoi, il est dit, notre Premier ministre Abdoulaye Diop, notre ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop l'a dit, laissez-nous essayer. Laissez-nous essayer. Donc, le Niger aussi est peut-être dans cette démarche de laissez-nous essayer. Est-ce que ils pourront faire des erreurs, mais il faudra leur laisser essayer. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est par rapport à l'impact de tout ça au niveau de l'AES et la géopolitique, la géostratégie dans le Sahel. Exactement, parce que des pays qui souffrent depuis, pour le cas du Mali, depuis 2012 ou 2011, on est en souffrance. Et on nous dit, au lieu de nous apporter des solutions, on va essayer. Donc, c'est pilotage à vue. Est-ce que c'est ça que le peuple malien a besoin? Est-ce que c'est ça que moi, sous le Brahima, j'ai besoin? Ce n'est pas ça. Je veux quelqu'un qui me dit, moi, j'ai des solutions concrètes. Et il n'y en a pas des gens qui en ont des solutions concrètes qui manquent dans ce pays, que ce soit ici au Mali ou dans la diaspora. Il y en a des Maliens valables qui ont des solutions pérennes, qui ont des carnets d'adresses remplis, qui peuvent nous sortir. Quand on dit ils vont essayer, ce n'est pas seulement les Maliens qui sont sur le territoire, ou des Nigériens qui sont sur le territoire nigérien. Ils feront bien sûr appel aux bons experts, aux bonnes expertises. Depuis 4 ans, on est en train d'essayer, on ne voit pas la fumée blanche sortir, donc... Laissez-la par rapport à ce sujet assez rapidement. Oui, bon, moi je pense que ce soit AIS, que ce soit autre chose, on ne doit pas quand même fermer la porte à tout le monde. Donc c'est ça qui a été notre grand problème. Je prends l'exemple sur le cas du Mali. Je pense que les principes qui dirigent l'action gouvernementale au Mali, les 3 principes qui dirigent aujourd'hui, ça c'est le Mali peut faire alliance avec celui qui veut, etc., etc. Mais on sent que ça a été dit, mais on a dirigé notre diplomatie sur un bloc. Ça a été une direction. Chose qui n'est pas bon. Dans l'AIS aussi, on doit être ouvert à tout le monde. Nous avons vraiment des ressources de matières premières, nous avons tout ce qu'on dit que nous avons, etc. Nous l'avons réellement, mais il faut ouvrir la porte à tout le monde, travailler avec tout le monde en préservant nos intérêts. C'est business. Voilà, Fadima, rapidement pour le passer, c'est la différence entre le Mali et le Burkina Faso. Parce que le Burkina, quand même, malgré tout ce qu'on nous dit, le Burkina n'a pas totalement rompu ses liens économiques et tout, intérêt avec la France, ni avec la Côte d'Ivoire. Alors que nous, par exemple, le Burkina Faso avait essayé cette histoire de crise énergétique avec la Côte d'Ivoire. Quand ils ont vu que ça ne va pas seulement... Allez,
Ils sont allés pas rapidement. Plus tard que dernièrement, Voilà. ils sont allés. Et ils ont même reçu une centrale photovoltaïque avec la FD. Donc, j'exploite ça. Et nous, c'est pourquoi je dis que notre diplomatie, on est dans vraiment une diplomatie. C'est ça la diplomatie. Il y en a des gens qui peuvent parler en bas, en haut. Mais la diplomatie doit être souterraine et souterraine, discrète, qui parle. On laisse les gens souvent des autres parler, mais la diplomatie active là, c'est là pratique. Et c'est là elle amène des partenaires, des résultats. Et aujourd'hui, quand on va au Mali, on n'a pas d'électricité, on n'a pas des partenaires qui peuvent nous donner tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a comme on a dit les acquisitions des équipements militaires. C'est sur fond, chaque fois on dit sur le budget national. Et on sait ce budget national comment est fourni. Solo, c'est la politique de la souveraineté. Il va falloir faire avec. Téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien brut du jour. Vous avez pu constater qu'elle reste toujours brute. Voilà. En chronique, nous avons Bourema Soulo, journaliste, blogueur, invité mes collègues aussi des médias, c'est Ibrahim Traoré, journaliste à Dambé FM et TV et également membre de l'Union des journalistes reporters du Mali. Traoré, merci beaucoup. Merci madame. On se dit sûrement à la prochaine. C'était une première sur ce. Vivement la prochaine. Vivement la prochaine, Inch'Allah, en tout cas pour apporter votre l'œil un peu avisé de journaliste. Soulo, alors. À la prochaine, et on n'oublie pas nos diasporas, hein, elles sont nombreuses à travers le monde. Cette fois-ci, vous avez dit elles sont nombreuses. Oui, parce qu'on a beaucoup de diasporas. Nombreuses ou nombreux? Une diaspora. Non, je pensais que vous inclinez plutôt la jante diaspora féminine. Ok, d'accord, donc j'ai compris. Soulo, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette parenthèse-là. On se dit à la prochaine. Restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook Mandé TV pour pouvoir voir et revoir nos émissions en entier. Voilà. Et on salue la régie qui a assuré cet enregistrement. À la prochaine.